Bonjour à tous, bienvenue dans le top 2024 des films où on va parler positivement des films. Je suis vraiment enjoué. Je vais commencer avec un bilan positif pour contrebalancer le bilan négatif du flop. Déjà, il faut complimenter l'état du cinéma français, avec des records d'entrée cette année, mais aussi avec plein de mélodrames assez intelligents par rapport à la moyenne. Je pense à Enfant phare, L'histoire de Suleiman, La vallée des fous, ou encore Sur un fil. Je me suis aussi surpris à kiffer beaucoup de films de romance très réussis. Je pense à Here de Baz de Vos ou à All We Imagine As Light. L'année a été aussi belle pour les documentaires, mais bon, je suis un bandeur de docu, donc ça change rien. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu une variété de belles propositions avec des dispositifs variés, et je vais en exposer quelques-uns dans cette vidéo. Bref, je m'éternise pas parce que j'ai déjà un bilan négatif plutôt long dans la vidéo flop. En numéro 15, L'homme aux 1000 visages de Sonia Kronlund. Le film suit les témoignages et une enquête pour remonter jusqu'à un manipulateur qui change d'identité pour avoir plusieurs vies et plusieurs femmes. Vous connaissiez le documentaire de la Défense ? Mais est-ce que vous connaissiez le documentaire de l'Attaque ? En fait, les deux premiers tiers du documentaire, ils sont assez classiques. La réalisatrice et son film recueillent le témoignage de femmes victimes du monsieur, avec quelques images d'archives ici et là. Mais le documentaire invente vraiment quelque chose quand il commence à s'attaquer au monsieur. Par exemple, le documentaire commence avec le visage du gars masqué. La réalisatrice va visiter une amie avocate qui lui dit de légalement ne pas le montrer. Du coup, séquence d'après, elle montre toutes les photos avec son visage déflouté. Mais c'est pas fini puisque toute la fin du documentaire consiste à piéger le gars et se foutre de sa gueule. Je pense pas avoir vu ça depuis les grandes heures de Michael Moore. Rendre le prank cinématographique. Voilà une expérience que j'imaginais pas voir dans le cinéma français. Bref, si vous voulez voir une humiliation publique, vous savez où aller, hein. En numéro 14, Dreaming Walls de Joe Rohane et Maya Duverdier. Le film s'intéresse aux résidents du Chelsea Hotel à New York alors qu'il est en pleine rénovation pour accueillir à nouveau des résidents plus riches. J'adore l'ambiance de fin du monde qui règne dans ce film. Les personnages, les murs, les archives, on dirait que tout est fantomatique dans cet hôtel, ce qui rend l'ambiance pesante et féerique à la fois avec une puissance incomparable. Le film arrive à boucler en 1h20 ce que Jiazanke essaye de faire depuis 20 ans, c'est-à-dire mettre en image un espace qui change, des mœurs qui changent, une politique qui change, un monde entre deux époques. Les prises de parole sont touchantes et inspirantes entre ceux qui sont très pessimistes et ceux qui vivent dans le monde de hold-up antenne 5G. Même si certains choix de mise en scène sont un tout petit peu ridicules, je pense aux archives qui sont projetées sur les murs parfois, le film a réussi à ouvrir une faille spatio-temporelle, à faire de l'hôtel et dans son propre temps d'écran un espace de Schrödinger entre la vie et la mort. En gros, c'est l'hôtel du temps avec Ardisson, mais avec plus d'éthique et un connard en moins, quoi. C'est un moment hors du temps que de regarder ce film et je vous le conseille pour ça. En numéro 13, Knit Island d'Ekiem Barbier, Guilhem Cos et Quentin Elgouac. Le film retrace les rencontres et les interviews du trio de réalisateurs avec des joueurs de Daisy. Je vais immédiatement évacuer mon gros point négatif, et à peu près le seul. C'est quoi ces plans de fin ? Il fallait vraiment aller toucher l'herbe du vrai monde ? On pouvait pas juste rester dans le jeu vidéo, c'était trop compliqué de se retenir. L'avant-dernier plan sur l'océan, ça aurait fait une fin parfaite, quoi. Reste-t-il que je suis hypnotisé par ce film. Pour moi, ce que dit Feldub dans son introduction à la face cachée des jeux vidéo est fondamental. L'environnement du jeu vidéo, il est fait pour l'interaction, et pourtant il y a quelque chose qui se passe dans ce film où on met en pause le temps et l'action du jeu vidéo pour parler et poser des questions. Les réalisateurs vont se demander ce que c'est que d'habiter dans ce jeu, et notre attention va se porter sur ce monde créé pour être vraisemblable, mais aussi créé pour être utilisé pour l'action et pour être mis en action. Les interviews, elles sont magnifiques parce que les questions sont très intéressantes et novatrices, et puis les réponses sont émouvantes. Le joueur qui parle de cette impression de disparaître dans le jeu vidéo, je trouve ça fou, quoi. Et en même temps, tous les plans sur les environnements dans le film, ils ont ce truc de ce rapport post-apocalyptique au vide qui m'a fait vraiment penser à l'espace dans le cinéma de Chantal Akerman. Oui, je fais le lien avec Chantal Akerman, qu'est-ce que tu vas faire ? Vraiment, les trois réalisateurs, je pense qu'ils croyaient faire leur film dans leur coin, et ils ont mis un coup de pied dans la fourmilière du cinéma et de la critique. Déjà, pour avoir réussi à passer dans le nid de gauchiste qu'est le festival Vision du Réel, faut y aller quand même, c'est un niveau de légitimité supérieur, hein. Bref, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire ensuite. Voilà. En numéro 12, Hundreds of Beavers de Mike Cheslick. Le film suit un personnage qui se bat contre des castors. Est-ce que c'est bon pour vous ? Alors les 20 premières minutes, je vous cache pas, je les ai passées mâchoire serrée, hein, avec le sentiment que le YouTube des premiers temps, il me revenait dans la tronche, mais comme un traumatisme de guerre, quoi. Le film, il a d'abord une claire inspiration des gags YouTube, très do-it-yourself, réalisés avec des effets grossiers et voyants, mais surtout permettant une liberté de ton et de la parodie
qui est dans une continuité adulte des cartoons à la Tex Avery. Justement, une autre inspiration dans l'animation, c'est les gags visuels muets à la Warner. Les Bip et Coyote des années 60, ils s'inscrivent totalement dans ces mécaniques de surenchère, de répétitivité, d'obsession. Et justement, la répétitivité, le film la puise aussi dans une inspiration du jeu vidéo, avec l'idée du farming, du grind, voilà, hardcore gaming. Le jeu vidéo, il est aussi rappelé avec les shops, la carte du joueur, la monnaie en animaux morts. C'est bien trouvé en vrai. Dans la quête de décimation de ces castors, il y a quand même une quête de survie, surtout au début du film, qui est très thématiquement empruntée à Chaplin, dont tous les films sont organisés autour d'une comédie de survie, où le personnage du Charlot vagabond tombe dans des situations rocambolesques à cause de son état de vie précaire, à cause de la faim, à cause de la soif. Donc le film, il arrive à brasser des contenus des années 20-30, des années 60-70, de notre époque, sans pour autant que ce soit choquant, et en reprenant précisément des éléments thématiques et esthétiques. Vraiment, je n'aurais jamais cru avoir une aussi belle surprise en voyant ce film. C'est incroyable. En numéro 11, Look Back de Kiyotaka Oshiyama. Le film suit la rencontre entre deux étudiantes, femmes de dessin, qui vont se mettre à travailler sur un projet qui va changer leur vie. Je pense que le film m'a pas accroché très difficilement, hein. C'est fille mignonne, musique tire-larme. Voilà le compo, je préfère être honnête. C'est un film qui aurait pu tomber dans les sujets nuls de talent, de méritocratie, de génie, mais qui évite ça avec le miroir que chaque personnage tend envers l'autre. L'histoire, elle repose sur des jeux intéressants et poétiques de synchronicité, et la composition des cadres est souvent très réussie. Les deux personnages témoignent de leur personnalité et de leur rapport au monde par les dessins. Les dessins de Fujino, ils sont dynamiques et ils montrent un désespoir sophistiqué, cynique et ironique parce qu'elle est complètement intégrée dans le monde contemporain et les relations sociales. Et d'un autre côté, les dessins de Kiyomoto, ils sont fixes, pragmatiques, presque documentaires et décoratifs, comme si elle était déjà hors du temps, hors des relations, hors du monde. Donc leur rencontre va leur permettre d'explorer les bienfaits et les difficultés de chacun de leurs points de vue. Et c'est de là que vient l'idée du titre, Look Back, parce que Fujino doit regarder derrière elle, parce qu'elle vit dans une fuite en avant, en laissant Kiyomoto derrière elle, mais Look Back parce qu'elle arrive à un moment de sa vie, et à un moment traumatique qui la fait reconsidérer son présent par la rétrospective du passé. Quelque part, c'est aussi, en fait, un film post-humain, comme le sont les dessins de Kiyomoto, parce que qu'est-ce qu'on va laisser après notre mort? Ça, c'est dans ta face, hein. Merci vraiment le film. En numéro 10, Spaceman de Johan Renck. Le film suit un astronaute en route vers un nuage de gaz arrivé dans le système solaire, mais va souffrir de la solitude, de l'éloignement avec sa femme. Si je voulais faire Bonder, je dirais que c'est un remake de Solaris qui tait son nom. De toute façon, le film fait exactement le même plan sur les algues mouvantes que dans le film de Tarkovsky, donc c'est un remake qui tait son nom, quoi. Sauf que la créature protéiforme de Tarkovsky devient ici une araignée géante, et je tiens à le dire quand même, je le précise, je suis profondément arachnophobe. Bah franchement, à la fin du film, j'étais capable de caresser une araignée poilue, sans aucun problème. J'ai chialé pour une araignée. Ce film m'a guéri. Le changement, c'est maintenant. Le gros défaut que je trouve au film, c'est les allers-retours lourdingues entre le mari et la femme qui boude sur Terre, et qui fait vraiment peau de fleur. Hein. Vraiment, après Maestro, El Mayor Ayacular, Carey Mulligan, elle a que des rôles où elle a beaucoup trop de temps d'écran pour rien. C'est horrible. En fait, le seul régime d'image où son personnage a vraiment de l'importance, c'est les souvenirs du passé, et à part ça, elle boude. C'est merveilleux, quoi. Franchement, le film, il gagnerait tellement à être beaucoup plus élusif et à reconnecter avec la femme uniquement à la fin, parce que cette meuf, c'est même pas le sujet du film. La vraie force motrice du film, c'est que l'araignée géante fait des séances de psy au personnage d'Adam Sandler, qui devient lui aussi touchant. Putain, je trouve Adam Sandler touchant, là. Vraiment, qu'est-ce que ce film me fait faire? Qu'est-ce que ce film me fait faire? Voilà, c'est majoritairement l'araignée, jouée par Paul Dano, qui dialogue avec l'astronaute pour dénouer ce qui était jusqu'alors resté dans le non-dit et la frustration, avec ce pilote tchèque qui se doit d'être absolument impassible pour réaliser sa mission. En plus, c'est du mélo à l'américaine, donc évidemment ça tord encore plus les boyaux qu'un film de Ryotsuke Hamaguchi qui a les mêmes mécaniques de parole. Bon, quand il nous parle pas de carottes et de chou-fleur, vraiment incroyable ce film. Incroyable. Est-ce que ça se sent que je range mes films au nombre de larmes que j'ai versées devant? Peut-être. Peut-être un petit peu. En numéro 9, Joker 2 de Todd Phillips. Le film suit la vie en prison et le procès d'Arthur Fleck après les crimes du premier film. Je n'apprends plus rien à personne si je dis que j'ai adoré comment le film insulte les gens qui n'ont pas compris le premier. Personnellement, c'est ce qui m'avait vraiment plu dans Matrix 4. Et là, c'est un film entièrement là-dessus. Je suis aux anges. Ce film-là fait le procès du premier film en intégrant le film Joker 1 dans la narration, comme un téléfilm avec une scène plus ou moins incroyable de l'escalier. Il intègre même l'idée que les fans du premier film sont allés emmerder des gens dans la vraie vie avec la rhétorique
incel que la voisine l'a pas baisé pour le sauver. Le film résume avec une première scène brillante que Arthur et Joker sont bel et bien la même personne. Il n'y a pas de folie inconsciente, mais la manifestation spectaculaire d'un problème fondamentalement humain. C'est un film qui détaille quand même encore mieux que le premier l'incompréhension et le mépris vis-à-vis d'Arthur Fleck. Harvey Dent et son camp le réduit à Joker comme terroriste, son avocate le réduit à Arthur Fleck comme si le reste n'était qu'une deuxième personnalité à traiter et pas un problème structurel plus large. Harley Quinn le réduit à Joker comme icône du peuple qui le pousse dans un délire de comédie musicale, la comédie musicale étant la représentation de la manipulation d'Harley Quinn qui fait ressortir le spectaculaire d'Arthur Fleck, donc la figure du Joker. On le voit dans la trajectoire d'ouverture du Joker, il commence par être muet, puis se met à chanter, puis termine le film en parlant, en expliquant qu'il n'est pas juste le Joker. Le film termine son gigantesque troll en reléguant le vrai Joker que voudraient des fans de droite en un personnage d'incel psychotique de la prison qui hurle de rire hors du cadre parce qu'on n'en a rien à foutre. Le Joker des fans a tué le Joker de Todd Phillips. Après, je peux comprendre ceux qui trouvent que le film est mauvais malgré ce message. Le mélange chanson-narration, ça donne un rythme aussi nul que les films pop musicaux des années 60. Je pense aussi qu'on n'avait pas besoin de violer Arthur Fleck par 2 fois. C'est presque hors de ton de faire sortir ce sujet. Je comprends pas non plus le positionnement des flics, tantôt sympa, tantôt on va le violer par exemple. Bref, c'est quand même un film assez dingue dans son insulte au spectateur, dans sa critique de la récupération politique et d'un monde de la critique et du public américain bien facho. En numéro 8, Quand vient l'automne de François Ozon. Le film suit les dilemmes moraux d'une grand-mère face à l'hostilité de sa fille, les erreurs de ses proches et la peur de perdre son petit-fils. C'est vraiment le top de l'année dans lequel je révèle à quel point je suis une petite salope. Et à quel point j'ai mes petites salopes aussi. J'adore François Ozon, je trouve que c'est le meilleur réalisateur de mélodrame en France actuellement. Il arrive à enchaîner un film par an. Où tu trouves le temps, l'argent et l'inspiration, François? Le film est pris entre 2 grandes dynamiques. Entre les panoramiques de caméra qui ne cessent de cadrer vers le bas, vers la plongée, vers la terre, comme pour souligner l'urgence de ce personnage face à l'imminence de la mort. Mais en même temps, le personnage va toujours essayer de s'élever, d'avoir une vue d'ensemble, de faire le bien en assumant sa position de matriarche. L'éternel retour à la figure de Marie, c'est quand même une déclaration d'amour aux grands-mères et à leur miséricorde. Parce que ce film parle mieux de miséricorde qu'un autre film, il faut le dire. Voilà, je vous le spoil, mais l'amour et l'attention dédiés aux travailleuses du sexe, aux familles recomposées, et en même temps la croix barrée sur le concept d'instinct maternel, c'est quand même une take plus osée que de baiser le curé du village, merde. La figure du fantôme reste bien cliché, mais le film esquive des passages et des disputes obligées de ce genre de scénario avec des crimes familiaux. Contrairement aux films français habituels dans lesquels la famille est censée représenter la France entière, d'extrême gauche à droite, où on cherche constamment le conflit comme si c'était cathartique, où on croit qu'on peut rabibocher tout ce petit monde autour d'une aventure où Chantal là-dessous se pisse dessus en fauteuil roulant. Je ne dis pas que ce film est intelligent parce qu'il fait autre chose que l'habitude, mais qu'il est intelligent par rapport au lien qu'il tisse entre les thématiques religieuses, existentielles, familiales et morales. C'est un film qui évite d'être cynique et commercial parce qu'il touche les thèmes favoris du réalisateur. Visuellement, le film laisse place à la subtilité, les déambulations pour harmoniser les gens, les petits gestes qui ajoutent au jeu, comme cette branche arrachée quand la protagoniste découvre une chose terrible au téléphone, avec ses plans panoramiques et ses plans à la grue vers le sol, comme si tout le film était une géante procession funéraire. Et puis si vous aimez pas les mamies, c'est votre problème, hein, laissez-moi tranquille. François Ozon, adopte-moi. Pitié, c'est dans ma liste au Père Noël. En numéro 7, La vie rêvée de Miss Fran de Rachel Lambert. Le film suit une employée de bureau aux pensées suicidaires qui va voir chez son nouveau collègue la possibilité de quitter son état dépressif. C'est pas un film qui veut faire grand chose, hein, mais les esthétiques sobres et silencieuses, ça me plaît, c'est comme ça. C'est un film qui dit pas beaucoup et qui y gagne parce que les moments où ça parle, les persos deviennent vite lourdingues, presque comme si justement le mutisme avait quelque chose d'une qualité. Le film a justement, notamment dans les pensées mortifères, des images marquantes qui tapent sans forcer là où ça fait mal. Il y a une scène où il y a un serpent dans les backrooms. Ce film a de la ressource, on va dire ça. Daisy Ridley, elle joue aussi un double jeu dans ce film. Elle a été tête d'affiche de la dernière trilogie Star Wars en date, et elle se retrouve là, au milieu d'un casting et d'un film beaucoup plus modeste, exactement comme son personnage qui semble pas à sa place au milieu de ses collègues. Eux, ils parlent, elle écrit des messages. Eux, ils passent la journée à se marrer à voix haute, elle rumine dans son coin avec ses tics. Eux, ils sont toujours en mouvement, elle se recroqueville dans son box, et elle se cache limite dans les couloirs. C'est pas la dichotomie d'un chef-d'œuvre, mais ça fait passer son idée en silence, et avec des images qui sont bien trouvées. C'est un film qui avance à pas feutrés, qui gagne de son décor portuaire délavé, et de ses intérieurs sans extravagance. C'est un film mignon, c'est un film cro-mignon même, pour avoir le terme exact.
En numéro 6, La vie selon Anne de Johanna Arnau. Dans une succession de scénettes, on suit Anne dans sa vie professionnelle, familiale et sexuelle. J'ai déjà dit dans mon top 2023 à quel point j'aimais les personnages absents, spectateurs, passifs. Et j'applique pas ça qu'au sexe. Ouais, il est beaucoup question de sexe dans ce film. En même temps, les parties s'articulent autour de l'annonce de prétendants qu'elle rencontre pour s'adonner au BDSM, plus ou moins violent en tant que masochiste. Cette idée un peu conne et qui donne pas forcément envie, elle prend justement tout son sens quand les scènes intimes sont adjointes à la vie professionnelle et personnelle de Anne. Parce que grâce à ça, on comprend mieux comment la société est aussi faite de rapports de domination et de soumission. J'adore même juste l'idée qu'on ait ces trois sphères de vie, personnelle, familiale, sexuelle, qu'on voudrait séparer, mais qui sont en réalité plus communicantes qu'on ne le croit. Je trouve ça tellement bien trouvé, je suis désolé. Et pour moi, le petit plus, la cerise sur le gâteau, c'est la mise en scène très simple, très épurée, très souvent en plan long ou en plan fixe, qui retransmet bien, avec le montage en cut, cette idée que tous ces moments se ressemblent. Il n'y en a aucun qui est plus important qu'un autre. Les jours passent et se ressemblent. Et ça retransmet en même temps très bien la lassitude dans laquelle s'inscrit la vie de Anne, qui est un personnage donc beaucoup plus intéressant que Sophie Le Tourneur sur son bidet dans Voyage en Italie. Voilà, petite crotte de nez, ça c'était cadeau. En numéro 5, Civil War d'Alex Garland. Alors que les États-Unis sont à feu et à sang, un groupe de photographes de guerre partent pour Washington en vue d'obtenir une dernière interview du président avant la chute de la ville. Je tête les seins d'Alex Garland. Depuis 3 films, je ne fais que ça. C'est son Ex Machina, ça m'a un peu laissé sur ma faim, mais je me suis pris une claque sinon. Son Annihilation, c'est un morceau de bravoure en termes de cosmic horror. Et son Men, il arrive à foisonner et innover dans les visuels et les ambiances. Malgré la simplicité de son sujet, c'est... Je le tête. J'avais prédit que Civil War, ça allait continuer son écriture thématique sur la haine de l'humanité comme vanité. Et je suis sûr que son prochain film là qu'il veut faire sur l'intervention d'un soldat en Irak, ça va être pareil. Hein. Le film a entraîné beaucoup d'analyses politiques, voilà, sur le fait que justement il parle peu de politique pour un film au sujet si politique. Donc je vais ouvrir une parenthèse. Garland est un réal de droite. Voilà, ça se voit dans ses procédés d'essentialisation des comportements humains qui parcourent son travail de réal et de scénariste. Dans ce film, ça se manifeste d'abord par son intérêt absent pour les populations, qui sont filmées en masse anonyme, dans le flou, sans vraiment s'intéresser à leurs conditions ou même leurs revendications. Et ça passe ensuite par une uchronie politique qui repose sur la théorie du fer à cheval, qui dit grosso merdo que l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est tous les deux des extrêmes, donc la même chose. Voilà, dans le film, on a le Texas très à droite et la Californie très à gauche qui s'unissent. On caricature à gros traits. Tout ça pour dire que j'ignore pas les raccourcis de pensée d'Alex Garland, mais que j'aime quand même le film et je vais expliquer pourquoi. Déjà, j'ai lu peu de critiques du film qui s'intéressaient au fait qu'il descendrait la profession de photoreporter, possiblement honorable, parce que dans ce film, il y va pas avec le dos de la cuillère, hein, parce que les photoreporters, ils passent tout le film scénographiés comme des vautours qui tournent autour des cadavres, présentés comme des insensibles qui enregistrent au lieu d'agir, des gens sans éthique et qui s'interposent dangereusement durant des opérations militaires. Donc en fait, le film, il fait circuler une critique de la curiosité morbide et l'absence d'éthique que cela implique. Mais cette critique, elle infecte aussi les images du film de Garland en fait, parce qu'il a fait son maximum, mais franchement son maximum pour tout rendre anempathique. Toutes les scènes sont réalisées ou montées pour qu'il n'y ait rien d'esthétique ou de jouissif dans ce spectacle. Il coupe le son, il entrecoupe l'action avec les photos qui apparaissent fixes en silence, il met une musique qui a rien à voir, et sinon le film est moche. Désolé, le film est moche, il n'y a aucun cadre qui est pensé, c'est soit une caméra embarquée avec les véhicules, soit un vieux rig où tu sens que c'est un pélo qui porte la caméra en mode reportage 7 à 8 sur TF1, mais justement, en reprenant la pauvreté esthétique des images sensationnalistes, en faisant plus un geste de média que de cinéma, en fait Garland il conscientise le manque d'éthique de ces images-là, tout en se gardant lui-même de les rendre jouissives, comme celles en fait que prennent les journalistes, qui ont un noir et blanc pas hyper attractif et un grain dégueulasse qui les rend presque illisibles. C'est pas des super photos ça, hein. En plus, la critique de l'image sensationnaliste, elle se manifeste aussi dans l'écriture des personnages qui tirent une économie du morbide, parce qu'on voit dans Civil War les effets de cette curiosité, des images chocs dans les trajectoires croisées de Lee, donc Kirsten Dunst, et de Jessie jouée par Kelly Spenny. D'un côté, Lee, elle commence le film aussi sèche qu'un chemin, elle a aucun état d'âme, et elle finit petit à petit par perdre le contrôle, ce qui est représenté par l'anaglyphe 3D qui apparaît régulièrement à l'écran. Elle arrive à Washington dans un état de choc proche de celui de Jessie qu'on voit en début de film, qui elle, d'un autre côté, passe d'une pleurnicheuse à quelqu'un d'impassible et sans éthique. On voit donc ce que font ces images aux personnes à trop les endurcir comme à les briser. Pour éviter de spoiler, il y a un moment vraiment incroyable, qui m'a vraiment scotché,
où il y a un mouvement croisé entre Lee qui s'effondre et Jesse qui se relève, comme un espèce de passage de flambeau, comme une renaissance. Et c'est une idée qui me rappelle beaucoup la fin de Men en fait au final. Et cette image cyclique, elle m'amène à un autre point, qui est évident, mais bon, que j'adore chez Garland, c'est que l'humanité en général, voilà, je parlais d'essentialisation, l'humanité en général reproduit les mêmes erreurs, les mêmes comportements au cours de l'histoire, peu importe leur camp. Garland en plus, ce connard qui te fait la scène du sniper, justement pour les gens qui veulent identifier des gentils et des méchants, des positionnements politiques clairs d'attache, et qui lance cet échange, mais d'enfoiré. Vraiment, je cite, « Vous savez pas pour quel camp il se bat ? Ah, je vois, vous êtes attardé !» Mais pour aller plus loin, en fait, le choix du flou politique, il est fait pour dépasser un antagonisme gauche-droite et préférer un questionnement entre les personnes politisées, globalement toutes les personnes armées qu'on voit dans le film, et les personnes qui brandissent la neutralité comme un totem d'immunité, c'est-à-dire nos journalistes. Et je pense que c'est l'objectif de la scène avec le sexy Jesse Plemons, qui est la première en attaque individuellement ciblée envers les journalistes, alors qu'ils se croyaient limite invincibles jusque-là, la scène où ils font les cons en bagnole, sérieux. Et au final, de la constatation d'un flou politique, on peut à la fois conclure à un film qui se mouille pas, mais aussi à une critique des personnes qui pourraient se croire apolitiques. On peut conclure à un film peu inventif à dire la guerre c'est pas bien, comme à un film misérabiliste qui tire un nouveau trait sur le besoin du public pour des gentils et des méchants, et qui mobilise une esthétique sensationnaliste tout en la critiquant visuellement. Garland, il a des raccourcis bien dégueux, et il a l'air bien bourrin dans ses positions politiques, mais je vois quand même un film avec beaucoup de matière, et je suis en phase avec ça. En numéro 4, 3 km jusqu'à la fin du monde d'Emmanuel Parvou. Le film s'intéresse à un village de campagne roumain qui va être chamboulé suite à l'attaque d'un enfant du village. Vous regardez les images, le synopsis et la nomination pour la Queer Palm, bah ça sent le film de meurtre où le gosse se fait harceler et rejeter à cause de son identité et de ses actes, qui énervent les conservateurs paysans. Mais c'est tellement plus intelligent. C'est tellement plus intelligent, je me suis surpris à rire devant le film. Pour faire un court résumé, la mécanique centrale du film, c'est que tout le village est corrompu. Les cathos, les flics, les bourgeois, il n'y en a pas un seul qui est clean. Alors quand les parents commencent à chouiner « Notre fils il est homosexuel, il va nous mettre une réputation pourrie !» Et bah tous les gens du village commencent à leur dire « calmez-vous, laissez votre fils tranquille, parce que si vous lui faites quelque chose et que ça se sait en ville, et bah il y a les flics qui vont débarquer, les vrais gros flics de la ville, de la capitale, qui vont nous mettre dans la merde parce qu'on n'est pas clean. » Du coup, les parents, ils décident d'exorciser le gosse. Et du coup, les services sociaux débarquent 2 jours plus tard. Et là, du coup, t'as tous les fachos du coin qui commencent à paniquer, à regarder les parents, genre, mais bande de débiles, raclants de fond de chiottes, laissez votre fils homosexuel tranquille, vous allez nous foutre dans la merde. C'est génial comme film. Le film, il évite de juste faire vivre un enfer au gosse, comme dans tout film social bête et méchant où on sent révolter des paysans arriérés, en prenant les fachos pour justement des gens qui sont au courant de leur propre saloperie. Du coup, on évite l'idéalisme d'avoir les fachos punis à la fin, mais la catharsis est atteinte par la panique morale et enfantine qui prend tous les fachos du village. Les crimes des droitards manquent d'être découverts à cause des parents qui n'ont pas été assez de gauche, qui ont voulu faire les gérants de l'ordre moral. L'idée du scénario est incroyable. Le film par là, il montre que le pire des crimes, la pire des extrêmes droites, c'est celle où les gens croient vraiment aux valeurs qu'ils défendent, celle où les militants croient vraiment au bien fondé de ce pourquoi ils militent. C'est pour ça que Deleuze et Guattari arrivent à la conclusion que la famille est la première instance du fascisme. Parce que la famille rejoue la surveillance, l'importance de l'honneur et de la réputation, et les rapports de domination et de soumission qui sont à l'œuvre à la société. Cette famille, elle reproduit exactement la même bêtise conservatrice ambiante du village, mais le problème c'est que eux, ils croient vraiment à guérir les homosexuels et sauver leur honneur. Et le reste du village se retrouve à avouer leur hypocrisie, leur appartenance à un système qui les arrange, alors qu'ils croient pas une seule minute à leur idéologie. Ça leur permet juste de vivre confortablement. En fait, c'est ça la puissance du cinéma roumain contemporain, c'est de trouver des moyens détournés de faire naître la satire presque comique dans des sujets et des contextes pas visiblement drôles. Et pourtant, le film arrive malgré tout à une fin émouvante, digne d'un vrai gros drame familial. Alors qu'ils ont passé le film à foutre la merde dans tout le village pour que leur fils reste le petit garçon gentil qui vit à la maison, et ben ils sont obligés de le laisser partir pour apaiser les fachos du village. Un film avec des thématiques sociales et politiques fortes, sans renier une puissance cathartique et divertissante, au lieu de faire dans l'affligeant et la frustration comme ce genre de cinéma engagé en a l'habitude. Regardez-le, vous serez vraiment pas déçus.
En numéro 3, Dahomey de Mati Diop. Le film suit le retour d'une vingtaine de statues appartenant au Bénin et volées par la France durant l'époque coloniale. Est-ce qu'il y a une seule chose de raté dans ce film? Franchement, l'image elle est sublime, la musique elle est parfaite, le sound design il fait vibrer mon âme, frère. C'est un documentaire qui marche vraiment quand il est prospectif. Non seulement on va recueillir la parole des étudiants ou des profs qui essayent de réfléchir aux symboles des statues et à leur devenir, mais aussi imaginer la parole de la statue qui réfléchit à son propre symbole et son propre devenir. C'est une véritable démarche militante forte que de donner de la voix, encore plus à un objet qui a été déraciné de sa culture. En fait, c'est plus qu'un documentaire, c'est un véritable essai filmique qui réfléchit à son propre sujet par une démarche poétique et fantastique. C'est pas un film qui a besoin de mettre en scène des fausses révolutions, c'est un film qui donne des outils idéologiques pour la faire. Ce qui fait que je suis un peu plus gêné quand le film fait des plans documentaires pour documentaire en fait. Notamment tous les montages où on essaye d'imaginer la population béninoise en train d'écouter le débat des universitaires à la radio. J'imagine qu'on essaye de nous dire que c'est pas juste un problème pour quelques intellectuels dans une salle d'études, mais un problème pour tout le pays. Mais je trouve ça un peu forcé. Le dispositif réflexif de base, il est suffisant et il est formidable et vive le documentaire. Baise-moi le documentaire, baise-moi! En numéro 2, Chronique de Téhéran d'Ali Asghari et Ali Reza Kamati. Le film dresse plusieurs portraits des habitants de la capitale iranienne, tous confrontés à des problèmes du quotidien. Je sais pas si c'est le nom le plus approprié, mais j'adore les films à sketch. Je trouve que c'est le meilleur moyen pour le cinéma d'être une fenêtre sur le réel, parce qu'on intègre la multiplicité des tons, la diversité des protagonistes, et la variété des histoires qu'ils peuvent vivre. C'est un pur effort de représentation pour englober la réalité du quotidien iranien. Évidemment, là-dessous se glisse une critique politique évidente, parce qu'il y a beau y avoir plusieurs portraits, leur mise bout à bout signale le même sentiment d'un pouvoir prohibitif et abusif, et de permanentes relations de soumission face à ceux qui détiennent le pouvoir, ce qui va être dépeint tantôt dans l'injustice et l'humiliation, tantôt dans l'absurdité et l'incompréhension. Les portraits, ils viennent mettre en tension les valeurs qui font conflit en Iran. Entre le conservatisme religieux et l'impérialisme occidental, entre le respect de la charia et l'influence de l'Occident, entre l'espoir de la libération et le constat de la répression. Mon seul petit problème, c'est que le film a beau être ultra court et les portraits encore plus, il y en a beaucoup où on a compris l'idée au bout de quelques minutes, et ça en arrive presque à être long. Enfin, justement, il y a l'image de fin, plus fictive que les autres, avec le format cinémascope et l'iconographie spectaculaire de la destruction qui fait contraste avec le huis clos des portraits, et qui intervient comme une fin révolutionnaire et cynique. C'est un petit film, mais avec un dispositif et des idées très puissantes. C'est vraiment une bonne surprise et la meilleure recommandation que je puisse faire à des gens qui ont que des films américains ou français ou coréens et japonais dans leur top. Hein? On vous voit. En numéro 1, La mère de tous les mensonges d'Asmae Al-Moudir. En gros, la réalisatrice décide d'emmener toute sa vraie famille dans une grande salle pour une période inconnue afin de disséquer les relations familiales, son passé et les souvenirs de sa famille. Le film va présenter pêle-mêle les témoignages des proches de la réalisatrice qui expriment comment ils se sentent vis-à-vis des autres membres de la famille, où est-ce qu'ils se trouvent dans leur vie et quels sont leurs idéaux et désirs. Et on ajoute à cela la réalisatrice qui interroge ses proches sur son passé intime oublié à elle, et enfin les témoignages historiques traumatiques qu'ont vécu certains membres de la famille, notamment les émeutes du pain au Maroc en 1981. Le tout s'articule autour de plein de miniatures qui rappellent, dans le thème et le dispositif, Ritipan et ses films comme L'image manquante, où lui aussi cherche à montrer un passé dont on n'a pas de traces visuelles. Certains mentent, d'autres affirment, certains brisent les représentations, d'autres en créent. Et à la fin, le film se demande que faire de toutes ces images. Créer, malmener, déchirer, les conserver pour y repenser ou les oublier jusqu'à recommencer. Bref, y a de quoi vomir sur un prof de philo pendant 12 heures, pause café non comprise. Comme le film assume une totale subjectivité des témoignages et des témoins, le film capte une sincérité qui est touchante et une spontanéité qui est hilarante. Le film trouve son émotion dans le flou habile entre documentaire et fiction. D'un côté, tous ses proches sont mis en scène, racontés comme des personnages dont la grand-mère serait la grande méchante, ce qui dramatise magnifiquement les relations, les actes et les dires de chacun quand on ne sait pas ce qui est écrit ou non. D'un autre côté, la fiction devient documentaire quand le film assume sa subjectivité. Il laisse apparaître les traits de caractère exagérés, le réel repris en miniature grossière, la mise en lumière parfois grotesque des témoignages, tout ça dans l'espace confiné, fantasmé et imaginé rien que pour le film. En ne cherchant pas à être absolument objectif, le film accepte son aspect subjectif, et donc sa sincérité, qui est en elle-même objective et documentaire. Le film il a beau être à deux doigts de la captation du repas de famille duquel on est étranger, et ben en fond, il apparaît un documentaire plus riche et intéressant et important que les autres, car il prend position vis-à-vis de ceux qui doivent raconter leur vérité et pas non la vérité, et vis-à-vis du style
qui n'a pas à être impersonnel, mais qui épouse les folies et les égarements des personnages réels. Je m'arrête là, mais imaginez que si ma mère m'appelait pas pour faire la vaisselle, et bah je continuerais pendant des heures, quoi. C'était le Top Film 2024, j'espère que ça vous a plu de m'écouter comme ça, complimenter des films, j'espère que vous avez des recommandations de visionnage maintenant, et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour démontrer mon chômage. Voilà.